Salam alaikum, Azulflaoun. Bonsoir. Depuis l'indépendance, le régime algérien rate à chaque fois l'occasion historique d'évoluer pacifiquement vers la démocratisation du pays. Du 8 au 13 janvier 1995, l'opposition algérienne se réunit à Rome face à une escalade de la violence. La communauté catholique de Saint-Egidio à Rome prend l'initiative d'inviter tous les acteurs politiques algériens pour un échange qu'ils désirent, mais ne peuvent mener sur place au pays. Sont présents à cette réunion la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Ali Yahya Abdelnour, pour le FLN, Abdelhamid Mahri, pour le FFS, Hussein Aït Ahmed et Ahmed Jeddaï, pour le fils Rabah Kbir et Anwar Haddan, pour le mouvement pour la démocratie en Algérie, le MDA, Ahmed Ben Bella et Khaled Ben Smaïl, pour le parti des travailleurs, le PT, Louisa Hennou, pour le Nahda, Abdallah Jaballah et pour Al Jazair musulmane contemporaine, Ahmed Ben Mohamed. Le pouvoir algérien qui a également été convié a brillé par son absence. Il en est que plus présent en Algérie l'ensemble des commandos médiatiques qui diffusent les pires accusations. Les personnes qui se sont rencontrées à Rome seraient des traîtres, des suppôts du terrorisme enrôlés dans un complot extérieur, etc. De cette rencontre se dégage la plateforme de Rome pour une solution politique et pacifique de la crise algérienne et malgré toutes les pressions extérieures, elle a été adoptée le 13 janvier 1995. Le consensus au sein de l'opposition se veut être une impulsion pour un véritable dialogue qui s'instaurerait en Algérie sur initiative du gouvernement algérien. L'accord est approuvé par de nombreux gouvernements et la presse internationale fait preuve d'un véritable engouement pour cette rencontre historique. Sans grande surprise, quelques petits partis libéraux et de gauche prônant l'éradication aux côtés du pouvoir algérien rejettent cette perspective de paix. La plateforme prévoit des mesures préalables aux négociations, parmi lesquelles la libération des détenus politiques, l'annulation de l'interdiction du fils, l'ouverture du champ politique et médiatique, l'arrêt immédiat de la torture, la non-implication de l'armée dans les affaires politiques. La constitution d'une commission indépendante pour enquêter sur les actes de violence et les graves violations des droits de l'homme. Les partis s'engagent à respecter la constitution du 23 février 1989 et demandent la mise en place d'une conférence nationale dotée de compétences réelles pour définir les structures transitoires, les modalités et la durée d'une période de transition. Une réponse cinglante du pouvoir en place et de ses suppôts. Le pouvoir réagit avec une extrême violence, d'autant plus que cet accord historique est très populaire et trouve de nombreux adeptes en Algérie et à l'extérieur. Dès le 12 janvier 1995, les autorités organisent des marches contre les accords de Rome et refusent de recevoir une délégation de représentants des partis qui viennent de signer la plateforme. Le 18 janvier 1995, le porte-parole du gouvernement, Ahmed Attaf, déclare lors d'une conférence de presse que le contrat national est un non-événement et qu'il est rejeté globalement et dans le détail. La rencontre de Saint-Egidio ne serait rien d'autre qu'une ingérence dans les affaires intérieures de la part de puissances extérieures. 28 ans après cet événement historique et 4 ans après le début du Hirak, l'image du pouvoir algérien est ternie et abîmée. Elle est devenue synonyme de répression, de corruption, de gabegie et d'incompétence. L'Algérie occupe régulièrement les plus mauvaises places dans les différents classements établis par des organismes internationaux. Niveau de corruption, système scolaire, liberté de la presse. Les échecs diplomatiques ne se comptent plus. Sur le plan interne, le pouvoir est puissant seulement en apparence. Le Hirak de février 2019 a fait craquer ces structures. Le combat pacifique d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité du temps historique, des occasions ratées par le régime algérien. La révolution pacifique du 22 février n'est pas finie. Elle est porteuse d'une espérance agissante, parce que l'espérance, si elle n'est pas active, devient chimère et illusion. Du chemin a été parcouru, beaucoup de chemin reste à parcourir.
régime algérien et les occasions ratées. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Issa Rahmoun, vice-président de la FID, Fédération internationale des droits de l'homme, qui est avec nous via Skype depuis Paris. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir aux invités et aux téléspectateurs de Magharibia. Merci beaucoup, maître. On a aussi le plaisir d'accueillir cher Adel Jabbar, analyste politique, qui est avec nous via Skype aussi, depuis le Canada. Cher Adel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Donc un bonjour à Issa qui est sur le plateau, à notre peuple en Algérie et à l'étranger, avec une profonde pensée aux otages politiques injustement incarcérés dans les geôles de l'ignoble dictature militaire. Très bien, restez avec nous, Adel Jabbar. Je vais commencer cette émission avec vous, Maître Issa Rahmoun. 28 ans après l'accord ou cet événement historique, la plateforme de Saint-Egidio, la plateforme de Rome, avec le recul, quelle lecture peut-on avoir donc de cette rencontre historique? Maître Issa Rahmoun. Oui, c'est Nasser. Tout d'abord, je salue au passage aussi notre ami Abdel Jabbar. Très heureux d'être avec lui aujourd'hui sur le plateau de Magharibia. 28 ans après le contrat national, de l'eau à votre moulin, Maître Issa Rahmoun, on a vu par exemple la tribune de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur à Alger, français à Alger, qui parlait d'un potentiel effondrement de l'Algérie. L'Algérie s'effondre, entraînera-t-elle la France dans sa chute? C'était le titre de la tribune. Est-ce que vous pensez que les chancelleries occidentales peuvent jouer un rôle dans cette transition démocratique? Ça me rappelle la transition démocratique faite et le processus de réconciliation nationale en Afrique du Sud. Il y avait l'implication directe et très engagée de la communauté internationale parce que là, il s'agissait de, comme chez nous, comme dans tous les pays où les systèmes sont dictatoriaux, de l'apartheid. Mais aussi, il y avait l'envie du régime de l'apartheid de faire son aventure dans le nucléaire. Donc, c'était un danger pour la communauté internationale. Là, je parle de temporalité, bien sûr. Il faut contextualiser les événements. Actuellement, en Algérie, dans la région, en Méditerranée, dans le Maghreb en général, en particulier, la guerre en Ukraine ne favorise pas l'implication de la communauté internationale autant qu'État. Je ne parle pas des sociétés civiles parce qu'il y a beaucoup d'ONG internationales, des ONG en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, un peu partout dans les pays de l'Europe en particulier, qui sont très attentifs à ce qui se passe en Algérie, qui sont très solidaires. Mais autant qu'État, la conjoncture actuellement internationale ne favorise pas, n'aide pas les transitions dans la rive sud de la Méditerranée. Vous voyez ce qui se passe en Tunisie, c'est un cas d'école. La Tunisie qui était l'espoir de la région en termes de transformation démocratique, aujourd'hui aussi, elle est revenue à la case départ. Et c'est pour cela que je dis que la réponse ou les réponses qu'on peut apporter, c'est vrai qu'elles sont nationales. L'élite est responsable, les partis d'opposition, le régime est le premier responsable. Mais à plusieurs, avec les Tunisiens, les Marocains, on peut envisager une réponse globale à tous ces potentats, tous ces dictateurs qui tiennent de main de fer les sociétés en otage. Très bien, restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Adel Jabbar, il me reste un peu de temps. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui était développé par Maître Issa Rahmoun face bien sûr à cette transition démocratique tant espérée par les peuples, mais aussi particulièrement par le peuple algérien et aussi
prenant compte de la situation géopolitique que vit le monde actuellement. Non, ce qui est certain, c'est que les transitions, comme les négociations d'abord, nécessitent, imposent et recommandent d'avoir deux adversaires. Donc pour nous, l'adversaire que nous avons en face de nous, qui fait partie de nous, refuse toute forme de concession, toute forme de négociation. Pour revenir à ce que vous disiez à propos de l'ambassadeur français sur l'Algérie, il parlait d'effondrement, effectivement. Ce qui a fait effondrer la 4e République, c'était la révolution algérienne, c'était le FLN, c'était le début de la guerre, et ça a encouragé, ça a facilité l'arrivée de De Gaulle au pouvoir, qui avait une autre idée. Maintenant, pour revenir à cette histoire de régionalisation du combat politique pour la souveraineté des peuples et leur citoyenneté, leurs droits civiques, c'est une excellente approche. Mais pour moi, elle paraît encore utopique pour la simple et bonne raison que chaque pays aujourd'hui est confronté à ces problèmes intrinsèques. Et il faudrait qu'il y ait un dénominateur commun entre les 3 pays du Maghreb, ou les 4 pays du Maghreb, ou les 5 pays du Maghreb, pour pouvoir aller sortir une revendication régionale. Nous nous rappelons tous, 89, quand il y a eu l'UMA qui a été créée. À l'époque déjà, nous disions l'union des Maghreb, du Maghreb arabe, entre guillemets, c'est l'union de 5 citoyens. Ils sont sortis, ils se sont pris les mains comme ça. On leur a dit, votre union ne nous intéresse pas. Les unions commencent par le bas, par la base, par les sociétés, par les peuples. Ne nous construisez pas des organisations en commençant par le toit, parce que ce toit-là, il va tomber sur nous. Si cet ambassadeur parle d'un effondrement possible, il faudrait... La réponse est très simple. Si vous ne voulez pas que la 5e République de Macron s'effondre, parce qu'il y aura... Et il dit à Djibar, oui, cette tribune l'Algérie va mal beaucoup. Il dit l'Algérie va mal, beaucoup plus mal que les observateurs ou les rares journalistes autorisés le pensent. 45 millions d'Algériens n'ont qu'une obsession, partir et fuir. Partir où c'est né en France, où chaque Algérien a de la famille. Adel Djibar. Mais il ne nous apprend rien. Nous connaissons nos problèmes, nous connaissons nos maladies et nous avons établi nos diagnostics et nous savons quelle thérapie il faudrait pour que nous nous en sortions, pour que nous soignions ce pays-là et pour stabiliser ce pays économiquement, socialement et politiquement. Je n'attends pas à ce qu'un ambassadeur de France vienne me dire ce que je veux. Moi, je leur réponds tout de suite. S'ils veulent que l'Algérie s'en sort et que la France, la 5e République de Macron, ne s'effondre pas, il faudrait que Macron et son oligarchie, son État profond, lèvent la main. Ce sont eux qui ont armé l'armée, qui ont donné des armements en 96. Je vais donner juste 10 secondes à Issa Rahmoud. Je vais donner 10 secondes à Issa Rahmoud. Maître Issa Rahmoud, très rapidement, on doit conclure cette émission. Très rapidement, pour rajouter, je dirais que la réponse régionale, je ne pense pas qu'elle soit utopique quand elle se construit par la base. Je parlais de société civile et des peuples. C'est réalisable dans la mesure où il faut avoir le temps de réfléchir et de discuter. Merci. Je voulais rajouter un événement crucial qui a marqué la France contemporaine, l'ère de Mitterrand. C'était sa déclaration quant à l'incarcération de Sakharov par le régime russe. Et là, beaucoup lui ont dit qu'il ne fallait pas s'ingérer dans les affaires internes d'un autre État. Mitterrand avait répondu qu'il s'agissait d'une question de droits de l'homme. Et la question des droits humains est universelle et indivisible. Pour cela, Merci, Maître Issa Rahmoud. Désolé, Maître Issa Rahmoud, on est arrivé à la fin de cette émission. Avec Saha, Maître Issa Rahmoud, vice-président de la FID, Fédération internationale des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Paris. Comme je remercie aussi notre ami Adel Djibar, analyste politique, il était avec nous depuis le Canada. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.